Bonjour à tous, bienvenue sur Team Sport pour cette émission un petit peu particulière. Nous sommes juste devant le vélodrome de Roubaix, un vélodrome chargé d'histoire puisqu'il accueillera, comme vous le savez sans doute, la 119e édition de Paris-Roubaix. Ce sera dimanche. Mais avant de parler de ce Paris-Roubaix, de cette page cyclisme qui s'ouvre ce week-end, nous allons d'abord revenir sur le football et la Ligue des Champions. C'était les quarts de finale retour cette semaine. On décryptera les 4 matchs. On aura un petit mot également de sport auto. On reviendra sur le Grand Prix de Melbourne qui a vu la victoire de Charles Leclerc ce week-end. Et enfin, un petit mot de tennis, c'est le Master 1000 de Monte-Carlo en ce moment. Et puis après, on ouvrira donc cette page cyclisme. Messieurs, c'était donc les quarts de finale retour de la Ligue des Champions cette semaine. On va revenir d'abord sur les 4 matchs qui nous ont offert beaucoup de spectacles. Peut-être d'abord sur celui de mardi entre le Real Madrid et Chelsea. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match ? Un match incroyable, je peux dire même le match de l'année pour l'instant. On s'attendait pas à ce que Chelsea mette 3 buts comme ça d'un coup et puis même que le Real tienne et va chercher cette qualification et cet avantage qu'ils avaient déjà. Et puis on a pu voir une équipe du Real très impressionnante, notamment avec un Modric en feu. La passe, je peux dire, qui a fait le tour du monde, elle est incroyable, cette passe pour Rodrigo, il me semble. Et magnifique passe de l'extérieur du pied. Et si vous regardez bien les images de RMC Sport notamment, ils analysent bien l'action. Et on voit bien, pendant que Marcelo a le ballon, avant qu'il l'attrape, il met bien un coup de tête derrière lui pour voir si... Enfin, un coup de tête. Il regarde bien où se place son coéquipier avant de choper le ballon et puis après de se retourner, de faire la passe. C'est là qu'on voit que... la technique des grands joueurs, et c'est impressionnant. Ouais, le Real qui est porté sur 2 grands joueurs en forme en ce moment, Modric et Benzema. Que dire de ces joueurs, franchement, très en forme. Franchement, je pense que c'est son année cette saison pour le Ballon d'Or. C'est encore peut-être un peu tôt pour le dire, mais vu les matchs qu'il nous fait déjà contre Paris, le match aller contre Chelsea, le match retour encore une fois, il est décisif. Franchement, un Karim ultra en forme, et ça fait plaisir de voir un Français qui amène le Real Madrid au top encore. À ce moment-là, le Real Madrid qui a eu chaud quand même, qui a eu chaud avec un Chelsea qui avait envie d'en manger en première mi-temps, manger du Real, mais au final... Ils ont quand même réussi à se qualifier au bout du bout. Et surtout, à 3-0 pour Chelsea, on se dit quand même que le Real est au fond du trou, qu'ils vont pas revenir. Et il y a cette passe sublime de Modric. Et donc, comme Tony, tu l'as dit, pour Rodrigo, qui marque le but de l'espoir tout simplement, qui relance totalement alors le Real, qui va chercher cette prolongation et derrière, c'est la folie. Comme on a dit, les grands joueurs sont là dans les grands matchs et Modric a prouvé l'étendue de son talent. Il a montré qu'il méritait son Ballon d'Or, même si beaucoup l'ont critiqué à ce moment-là. À un moment où le Real était vraiment très très mal dans le match, il a su inverser la tendance à lui tout seul quelque part, parce que cette passe il va la chercher, et ensuite le Real s'est relevé et a commencé à presser et ils ont su faire la différence. Mais on peut quand même noter que Chelsea n'était pas loin de le faire, et le tournant du match, je pense qu'on peut en parler quand même, le but annulé de Marcos Alonso a fait couler de beaucoup de marge et les a beaucoup atteints psychologiquement. Après, bravo au Real qui a su inverser la tendance, alors que franchement Chelsea était quand même dans une période forte à ce moment-là. Ils ont l'habitude avec le match contre Paris, deuxième match de dingue. C'est peut-être un troisième match de dingue en phase finale pour le Real qui va jouer donc contre Manchester City. Ouais, c'est ça. Ça va pas être un match facile non plus. Mais ouais, comme tu l'as dit, si Marcos Alonso, son but est accepté, honnêtement, le Real, ça aurait été très compliqué, je pense, de revenir par là. Après, avec DC, bien sûr, on refait le monde, mais ça aurait été compliqué, je pense. Et on peut noter quand même la bonne mise en place tactique de Tuchel, qui avait trouvé le système qu'il fallait pour aller embêter le Real. Une titularisation surprise de Loftus-Cheek qui a fait un très bon match quand même, faut le dire, alors qu'il n'était pas du tout attendu au tournant. Lukaku qui n'est toujours pas présent. Et pourtant, Werner qui est très contestable en tant que titulaire en championnat, a fait un très bon match. A fait un très bon match aussi, donc la preuve que Tuchel sait manager ses hommes. Et c'était quand même une belle performance de Chelsea, ils étaient pas loin de le faire. Donc, voilà.
le deuxième club espagnol aussi, Antoine, il va peut-être y venir, qui a éliminé le grand Bayern de le Munich. Villarreal, justement, qui avait battu le Bayern au match aller 1-0, qui était mené jusqu'à la 88e minute à l'Allianz Arena mardi, et qui finalement a égalisé dans les toutes dernières minutes, et qui a renversé le Bayern, qui élimine le géant de l'Allemagne. C'est une grosse surprise. On s'y attendait pas quand même. Si je peux me permettre, Antoine, Team Sport avait les bons pronos. Alors Team Sport les avait pas. On avait quand même peu misé sur les clubs espagnols jusqu'à présent. Il faut l'avouer. Il faut être quand même. On avait dit que c'était une catastrophe, qu'il n'y arriverait pas, et voilà. Bon. Mais Surprenant quand même ce Villarreal de Unai Emery. Bah, c'est un peu la surprise, comme il y a eu les années précédentes avec en 2019, il me semble, l'Ajax et Atalanta en 2020. Là, c'est la surprise de cette année, c'est Villarreal. Et franchement, très beau parcours pour l'instant. Et je pense que s'il y a des fans qui doivent être déçus, c'est les fans parisiens. Quand ils voient leurs deux anciens coachs, Tuchel et Emery, qui ont été en quart. Et là, Emery et Ancelotti, oui, aussi. Et là, Emery, qui passe avec Villarreal, c'est beau. Il a connu la remontada, il a connu après la victoire avec l'Europa League, et là, étape par étape, il remonte encore avec Villarreal. Il montre que c'est encore un grand entraîneur et qu'il peut emmener l'équipe. On retrouve le Unai Emery des années de Séville. Au final. Avec Séville en Ligue Europa, il était très très fort, et là, au final, de le voir monter aussi haut avec Villarreal, c'est très beau. Et puis Unai Emery, j'ai un peu l'impression aussi que c'est l'entraîneur des équipes un peu de seconde zone. Il arrive à faire des miracles avec des équipes qui sont sur le papier un peu moins bonnes. Il les a amenés très très haut, et c'est bien de voir ça, comme quoi il y a des entraîneurs qui vont faire des miracles avec des joueurs d'un peu moins bonne qualité. J'aime bien parce qu'il y a un ancien, toujours international français qui se relance avec. Du coup, c'est Etienne Capou. Appelé souvent en équipe de France sous l'ère de Laurent Blanc, mais là, on l'avait perdu un peu de vue quand il était parti à Watford, mais là, de le revoir à Villarreal comme ça fait plaisir. Il apporte pas mal de choses à cette équipe de Villarreal, donc ça fait plaisir. Alors, le sous-marin jaune, où va-t-il s'arrêter? Il s'est offert le scalp quand même de la Juve en 8e. Maintenant du Bayern en quart. Alors, il faudra quand même encore un exploit. Ça sera Liverpool en demi-finale. Liverpool qui a éliminé Benfica hier. On en parle peut-être de ce Liverpool-Benfica. Très gros match aussi, beaucoup de buts. Maintenant, Benfica a su montrer pas mal de niaque et d'envie de leur côté. Surtout à Anfield, ils ont quand même réussi à marquer 3 buts à Anfield. Ils en ont marqué d'autres. Et malheureusement, il y a eu 2 hors-jeu, il me semble. Mais Nunez a montré qu'il était très adroit devant le but, parce que peu importe que ça soit hors-jeu ou pas, il la mettait dedans. Donc malheureusement pour Benfica, ils sont éliminés, mais on peut saluer leur parcours quand même, qui a été très beau. Et Liverpool, après, reste Liverpool, on verra ce qu'ils vont donner. Oui. Après, on peut quand même noter le fait que Jürgen Klopp a peut-être pas sous-estimé le Benfica, mais en tout cas a préservé certains joueurs quand même, ses leaders techniques. Notamment, il avait enlevé Mané et Salah qui n'étaient pas titulaires du coup contre le Benfica, Van Dijk non plus, Thiago Alcantara non plus. Donc, on peut pas dire non plus que le Benfica était vraiment proche de le faire, dans le sens où Klopp a gardé des cartouches finalement et préservé ses meilleurs éléments. Je pense qu'honnêtement, s'il avait mis l'équipe type, il n'y aurait pas forcément eu un match aussi équilibré. Non, je suis pas aussi d'accord que toi de cette manière-là. Benfica ont quand même montré, ils ont des très bons joueurs. Et après, forcément, ils avaient moins de chances de passer s'il y aurait eu la grosse équipe, comme tu dis. Mais Liverpool a quand même de bons talents et ils l'ont montré. Et puis même de jouer sur leur terrain avec leur public, je pense que ça pousse aussi. Donc, tu dis pas ça parce que t'as des jeunes portugais. Non, mais aucun mais je rejoins Anthony, parce qu'à 3 on se dit Benfica, c'est totalement fini. Ils ont 4 buts à remonter. Ils reviennent à 3-3. Ils ont une balle de 4-3 à un moment donné. D'ailleurs, ils marquent un but hors jeu en fin de match. Donc, on voit qu'ils étaient pas forcément proches de le faire, mais il y avait l'envie. Est-ce qu'avec l'équipe type de Liverpool, ça serait justement passé comme ça? Non, on sait pas. Je pense pas non plus. Je pense qu'avec un Van Dijk en défense, par exemple, ils auraient pas pris 3 buts, parce qu'il apporte quelque chose défensivement déjà à sa qualité, parce que c'est un des meilleurs défenseurs du monde, et au-delà de ça, il a un leadership que les autres joueurs qui l'ont remplacé à ce moment-là n'ont pas, malheureusement. Messieurs, le dernier match, c'était Atlético de Madrid face à Manchester City. Et il y avait 0-0. Et il y a eu du sang chaud. Il y avait pas que Simeone qui était en colère, là. Là, il y avait une sacrée baston pendant ce match. On en parle ou pas de la baston? On peut en parler, parce que on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de tension, et cette tension, à la fin, a pris le dessus finalement sur le jeu, oui, tout simplement.
Tony, tu voulais donc peut-être en parler sur la fin qui était tendue, électrique. La On sentait fin que l'Atlético voulait très tendue. accélérer Ouais. pour mettre ce but qu'ils Suite auraient à la faute qui a commencé, je pense, c'est sur Foden. Où à un moment, il y a... sur Foden. Ouais, il me sur semble. Foden. Où à un moment, c'est le Brésilien Felipe qui vient lui faire la faute et on voit qu'il met un petit coup de taquet derrière en partant. Et là, de là, par une petite bastion, il y a Grealish qui s'est mêlé à tout ça. Et aussi Versailles qui aurait apparemment, dans les vestiaires, craché sur un membre du staff de Manchester City. Bon, bref, Walker aussi qui aurait craché. Walker aussi, ouais. Donc il y aurait une grosse baston en tout cas et dans les coulisses et la police aurait dû intervenir. En tout cas, ça a entraîné un arrêt de jeu de 9 minutes. On a même été jusqu'à 12 minutes. Finalement, l'Atlético qui a poussé mais qui n'a pas mis ce but qui leur aurait permis d'aller en prolongation. Manchester City donc affrontera Villarreal en Ce qui fend demi-finale. le cœur quand même pour les fans français, je pense, c'est d'avoir vu Griezmann encore pleurer comme il avait pleuré. Ça rappelait les larmes de 2014. 2014, ouais. Voilà, vache. Après, il a pas non plus brillé dans le match pour qualifier Ouais, bien son sûr, équipe. bien Donc, sûr. Mais c'est toujours décevant après quand c'est un gros match comme ça sous tension, C'est avec un dommage. gros enjeu. C'est dommage parce C'est qu'en plus, il dommage. retrouve des couleurs en plus de Griseux cette En saison. plus, Donc, ouais, c'est dommage c'est pour vrai. lui. Après, c'est comme ça dans ces cas-là, là où il y a deux équipes finalement qui ont l'habitude de ces rendez-vous et l'habitude d'aller loin dans la compétition, il y a forcément des déçus. Et bien malheureusement, Griezmann était parmi l'équipe déçue cette fois-ci. Mais... Malheureusement pour lui. Voilà pour la Ligue des Champions. J'ai dit Manchester Villarreal, ça sera Manchester Real plutôt. En Manchester demi-finale. Real Madrid et Atlético Liverpool. Et Atlético Manchester City. Non, oh là là. On s'en roule. non, ça sera Real, Atlético Manchester Madrid. City et Villarreal contre Voilà. Liverpool. Voilà les deux affiches de ces demi-finales de Ligue des Champions qu'on aura à cœur de suivre évidemment. Il y avait aussi ce week-end, Tanguy, il y avait du sport auto la semaine dernière, le Grand Prix d'Australie tout simplement, et quel spectacle, qui a vu la victoire de Charles Leclerc devant Checo Pérez. Tu peux faire un petit résumé brièvement? Bien sûr. Bah ouais, du coup, la victoire de Charles Leclerc encore devant en qualification, qui n'a laissé aucune chance à personne. Parce que Charles Leclerc, bon, on connaît du coup les compétences de la Ferrari actuellement. Et les problèmes aussi du coup de Red Bull au niveau moteur. Ça fait déjà du coup 2 Grands Prix que Max Verstappen abandonne et qui laisse du coup le champ libre à Charles Leclerc. Charles Leclerc qui était complètement au-dessus, qui n'a jamais été inquiété par qui que ce soit durant ce Grand Prix. Il signe 2 fois le meilleur tour, un dernier meilleur tour en course à la toute fin du Grand Prix alors que son écurie lui avait dit de ne pas le faire. Donc ça montre aussi la confiance du pilote qui au dernier tour prend des risques comme ça. Ça montre qu'il a totalement confiance en sa voiture, en ses capacités. Et Charles Leclerc qui est très très bien parti. Il a 71 points. Son dauphin du coup George Russell qui a fait aussi le podium ce week-end est quand même déjà à plus de 30 points. J'ai plus le nombre exact, mais il a déjà un écart qui commence à être fait. Max Verstappen du coup qui après une victoire a connu 2 désillusions, 2 casses moteurs. Donc pour l'instant Charles qui prend le dessus. Verstappen était d'ailleurs remonté un peu dans les propos derrière son équipe en disant qu'il va falloir trouver la solution parce que c'est pas normal que Red Bull ait autant de problèmes techniques. Et à côté, on a le discours aussi de Christian Horner, le team principal de Red Bull, qui dit que lui préfère avoir une voiture rapide qu'une voiture fiable qui ne va pas vite. Donc d'un côté, on a Verstappen qui va avoir une voiture fiable et Christian Horner qui dit qu'il veut une voiture rapide. Donc bon, on sent que là, Red Bull, ils essayent de trouver des solutions qui connaissent une année un petit peu plus compliquée que celle de l'année dernière et qui font face à une équipe de Ferrari qui est un petit peu au-dessus. Mais bon, la saison va être longue, hein, il reste encore 20 Grands Prix, donc c'est énorme. 20 Grands Prix, c'était une saison complète, il y a encore 2-3 saisons. Donc il y a encore beaucoup à faire et la saison est loin d'être terminée. Et Mercedes quand même qui sont un peu revenus quand même au fil du week-end, on l'a vu quand même. On les attendait pas ici parce que en plus on avait entendu dire que Mercedes du coup allait un petit peu boycotter le Grand Prix, n'allait pas attendre de gros résultats en mettant pas mal de capteurs sur les voitures de Lewis Hamilton et aussi de George Russell, donc des voitures qui sont plus lourdes et qui par conséquent sont moins performantes, mais qui au final arrivent à faire 3 et 4. Donc George Russell qui termine juste devant Lewis Hamilton qui était pas très loin de se battre avec George Russell en fin de course, mais au final très bon résultat pour Mercedes qui arrive à entre guillemets réparer les pots cassés ou au moins éviter de les casser parce que pour l'instant ils ont une voiture bien moins rapide et arrivent quand même à rester au contact de tout ça. Donc un podium pour Lewis Hamilton à la première course, un podium pour George Russell maintenant à la deuxième course. Donc ça reste quand même des belles opportunités qu'ils n'ont pas gâchées, qu'ils ont su saisir. Donc maintenant, place au développement. C'est des points qui vont compter en fin de saison. C'est des points qui vont compter en fin de saison parce que la Mercedes essaye de développer au maximum sa voiture pour combler l'écart. Et ils vont sans doute arriver peut-être à combler cet écart. Et pour l'instant, du coup, ils arrivent à marquer le plus de points possible. Et c'est très bien joué de leur part. Ça montre aussi que du coup, Mercedes est une écurie avec énormément d'expérience. Le prochain Grand Prix, ça sera donc dans 10 jours à Imola, c'est ça? À Imola, c'est ça, Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui du coup est au calendrier depuis déjà 2 saisons et un Grand Prix qui fait beaucoup plaisir aux supporters. Et là, on va voir Ferrari avec du public à Imola sur un circuit historique. Donc ça va être très beau à voir, un beau spectacle à venir.
Moi, je mets sur Julien Alaphilippe. Julien, on va en reparler. Alors, pas à Paris-Roubaix, naturellement, parce qu'il ne fait pas Paris-Roubaix, mais il y aura quand même, dans une semaine, messieurs, un peu plus d'une semaine, Liège-Bastogne-Liège. Ah, ça va être intéressant pour lui. Mais avant de parler et d'ouvrir la page de cyclisme, on va d'abord parler avec tennis, avec Alexis, parce qu'en ce moment même, il y a le Master 1000 de Monte-Carlo. Et il y a déjà des surprises, quand même. Bah, première surprise déjà pour commencer, c'est que Djokovic, qui est de retour après avoir joué seulement 3 matchs cette année à Dubaï et une défaite, bah, a perdu. Du coup, il s'est incliné. Donc, c'est une grosse surprise parce que, bah, on pensait qu'il avait à cœur de revenir en forme et briller dans ce premier tournoi après ses exclusions successives. Malheureusement, il n'a pas voyé pour le coup. Il s'est fait éliminer par, je sais plus qui l'a éliminé. J'ai plus en tête. Bref, c'est pas grave. Corda. Américain Corda. Corda qui a aussi sorti Alcaraz, du coup. Qui a sorti Alcaraz il est en train aussi. de briller, lui, pour le coup, contrairement à eux. Alcaraz qui était aussi, du coup, la pépite en ce moment, suivi un peu par tout le monde, le nouveau Nadal, comme on le surnomme, bah, lui aussi s'est fait éliminer par Corda. Donc, Je dis n'importe quoi. Corda a éliminé Alcaraz, mais c'est Davidovich Fokina, l'espagnol, qui a éliminé Djokovic. Qui n'est pas un joueur 46e à novice, l'ATP. Ouais. sur le circuit, qui est un bon joueur, donc surtout à Monte-Carlo, qui est sur terre battue. très bon. En général, ça réussit pas mal aux Espagnols, donc voilà. Hormis ça, bah, tous les favoris sont présents. Zverev est là, Tsitsipas est là. Le vainqueur de l'Indian Wells, Taylor Fritz, également au rendez-vous des quarts de finale. Ouais, après, est-ce qu'on peut en parler de lui comme un favori? Je pense pas, parce que oui, il a brillé une fois. Après, ça reste Un exploit. un exploit, oui. Après, il y avait Tsonga aussi qui était là. Ouais, il est pas resté longtemps, hein. Si je puis me permettre, son gars, il s'est vite fait éliminer. Non, il n'y a plus de Français, malheureusement, dans ce Monte-Carlo. Le tennis français va pas très bien en ce moment. En ce moment, ça va mal pour Kinder, donc pour. Joe Wilfried Tsonga, d'ailleurs, futur retraité qui mettra fin à sa carrière à l'issue de Roland Garros. On espère pour lui que ça se terminera de la meilleure des façons. Après une belle carrière quand même. Ouais, franchement, Tsonga, c'est une des plus belles carrières, je pense, du tennis français. Après, il n'y en a pas eu tellement des très belles, hein, sans vouloir cracher dans la soupe. Ouais, mais c'est quoi? C'est 2 demi-finales de Grand Chelem, Ouais. donc c'est pas mal. Finaliste c'est notamment pas mal, l'Open d'Australie en 2008. Ah ouais. Bon, il l'aura pas gagné, et en 2015, il a fait une finale aussi, je crois. Ouais, il nous aura fait vibrer sur Roland Garros quand il était allé en demi. Et là, il avait C'était en une balle de match 2015, contre Djokovic. C'était ce tournoi-là, je sais plus. 2015. 2015, ouais. Mais, Non, mais Joe, ouais, Tsonga a une belle carrière. Après, bon, là, ces derniers temps, c'était très compliqué. Puis, il a quand même 37 ans. On peut pas non plus lui en vouloir de baisser de régime à un moment donné. Tout le monde ne peut pas se maintenir en forme jusqu'à 40 ans. Donc, Ouais, c'est clair. donc, il était temps, je pense, pour lui d'arrêter. Il aura fait une très très belle carrière. Et on espère qu'il sera peut-être intégré dans pourquoi pas les émissions de tennis ou sur une chaîne, parce que Il y a moyen. il apportera sûrement son expertise, parce qu'on sait qu'en général, les joueurs de talent comme ça se maintiennent dans le monde du tennis. Et Donc, pourquoi pas en tant que coach de Coupe Davis aussi. Ouais, hein, exactement, peut-être, exactement. C'est très intéressant, ça. Actuellement, Il- c'est... Il a l'expérience, il connaît tout ça. Il a déjà gagné une Coupe Davis avec l'équipe de France aussi, Tsonga, il me semble. Donc, Tsonga, pourquoi pas coach, ça peut la être France intéressant. qui est forte en Coupe Davis d'ailleurs, La France, France, hein. la France. Comparé au parcours solo des joueurs et joueuses françaises en Coupe Davis, c'est quand même pas mal. Donc on aura à cœur donc de suivre notamment la fin de ce tournoi, de ce Master 1000. Vous avez des favoris ou Sur Monte-Carlo. J'aurais eu une Compliqué. petite pièce sur Tsitsipas. Ouais, Tsitsipas il est quand même là. Parce que d'habitude, Nadal brille dans ce tournoi-là, mais là, il n'est pas présent, donc ça redistribue un petit peu les cartes quand même. Il a eu une gêne récemment en plus, Nadal. Bah, Une petite, ouais. Il y a aussi à surveiller Il avait un problème à la peut-être coach. l'Espagnol, Ramos Vinolas. Peut-être se méfier quand même de lui. Après, Bah, je pense que ça sera Pour un aller peu au bout, léger je sais pour pas, aller au bout. mais... Niveau régularité, Vinola, c'est pas trop ça, j'ai l'impression aussi. Mais il est capable d'aller chercher en tout cas à peu près n'importe qui Oui, sur c'est ce vrai. type de tournoi. Après, de là à faire l'exploit d'aller le gagner, Ouais. Victor en favori. je pense pas. Ouais, moi j'ai dit Tsitsipas Ouais, aussi. Tsitsipas. C'est pas prendre de risques, mais bon, je pense pas. Ouais. Moi, mon favori, c'est Gatien Tavares. Venez avec moi, camarade. Gatien qui est juste là, voilà. Et vainqueur contre Tanguy hier. Vainqueur contre Tanguy hier au tennis. Combien 7-5. Donc on a un champion ici. Champion de Il tennis. va aller loin, il est bon. Retenez son nom. Voilà, un invité en tout cas qui nous fait le plaisir. On va être dans les coulisses de cette émission un petit peu particulière. Merci Tony pour cette intervention. Voilà. Justement, on va parler maintenant tout l'enjeu de ce week-end. Finalement, nous sommes juste devant ce vélodrome, donc le vélodrome de Roubaix qui accueillera
l'arrivée de ce Paris-Roubaix, donc qui aura lieu dimanche. 257 km à travers le Nord, l'enfer du Nord, Victor. Ça va être magnifique. 257 km, dont 30 secteurs pavés et donc 50 km de pavés. C'est l'enfer du Nord, comme tu dis, Antoine. C'est bien marqué là-bas. L'enfer du Nord mène au paradis. Le paradis, c'est le Vélodrome. Je sais pas si c'est vraiment un paradis, mais Non. Bon, nous, on y est bien, en tout cas. En tout nous, cas, il y a voilà. le soleil. Tranquille. Quelques entraînements, quelques coureurs qui. Notamment les féminines de Jumbo Visma Ouais, qui qui étaient viennent de derrière nous tout passer. à l'heure. Oui, parce que Paris-Roubaix, donc pour récapituler, il y aura un Paris-Roubaix, donc forcément masculin, c'est la 119e édition, et pour la deuxième édition, il y aura les femmes, qui donc ce sera le samedi. Samedi, ça démarrera de Denain, 111 km au programme. 111 km au programme. Et une météo bien plus clémente qu'en octobre dernier. Normalement, oui. Après, Sacrée course. on verra bien, c'est le Nord, mais. Alors Non. ce Paris-Roubaix dimanche, peut-être pour évoquer les favoris, Victor. Ouais, bah, les favoris, on peut ne pas citer, on peut pas ne pas citer Mathieu Van Der Poel, Tu vas Poel. ultra favori. Moi, j'ai mis ma pièce sur lui. Après, petite surprise de la présence de Wout van Aert qui a eu le Covid il y a quelques semaines et qui a eu du mal à s'en remettre, mais finalement, il sera présent. On peut citer aussi Stéphane Koung pour la FDJ, qui est très Stéphane régulier Koung, cette saison. Le Suisse. Il a un petit peu de mal à tirer son épingle du jeu dans les finales. Mats Pedersen, l'ex-champion du monde. Je sais pas, après, côté français, on peut citer Turgis. Christophe Laporte aussi. Christophe Laporte, Qui a moi, fait c'est sixième c'est ce que j'allais dire. Moi, à l'automne dernier. c'est mon poulain au niveau français parce que je pense qu'on peut miser que sur lui. Turgis, j'attendais plus haut. Malheureusement, voilà, il y a eu du mal au Tour des Flandres, il y a eu du mal sur les classiques, les classiques de pavé en Belgique. Mais non, bah, c'est une édition assez ouverte, même si je vois bien Mathieu Van Der Poel venir s'imposer ici dimanche. Qui succédera à l'Italien Simon Colbrelli qui avait Mathieu Van Der Poel. gagné. Mathieu Van Der Poel, on prend les pronostics pour Victor. Messieurs, un favori peut-être. Moi, j'ai envie peut-être pour la France, donc je vais dire Christophe Laporte. Christophe Laporte. Pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire Van Aert quand même s'il est sur retour. Il a prouvé maintes et maintes fois qu'il est très complet et qu'il est habitué de ces courses-là. Donc, pourquoi pas une course pour lui cette année. Après, Van Der Poel a été très fort, notamment sur le Tour des Flandres, mais à voir. Moi, je vais faire dans le classique en Van Der Poel pour moi. Qui est attendu, je pense qu'il va. Je vois pas décevoir. Je le vois quand même pas être loin de dans. la gagner, c'est l'année dernière. Ouais, il a fini exactement. troisième, je crois, pardon. finale. Est-ce que tu donneras un point pour le quiz, Antoine, s'il y a un bon Ah, pronostic? le quiz, le Quelle est fameux la quiz. question Eh ben écoutez, ça peut se faire, ça Ah, peut se faire, ça ça peut se faire. peut se faire. Justement, Tony, Oh, un c'est favori. Bah justement, Gatien Tavares. Non, je rigole. Moi je suis mon petit Vico, qui est mon spécialiste en vélo et Van Der Poel aussi. Van Der Poel. Van Der Poel. T'avais pas dit Van Der Poel, Victor, si? Il y a beaucoup de Van Der Poel ici, hein. J'ai dit Van Der Poel, donc J'ai voilà. tout le temps Il a quatre dit fois. seulement 4 On fois. est, on est trois Van Der Poel, un Laporte et donc Alexis. Et voilà. Ici, c'est. Il y en a qui se mouillent, il y en Van a Aert. qui se mouillent C'est ici quand même. l'équipe des grosses cotes ici. Voilà, voilà. Euh, On se sait, on se sait. Enfin, gros. Voilà, en tout cas, ce Paris-Roubaix, la reine des classiques, forcément, c'est une course très prestigieuse. Et le temps sera clément, d'ailleurs, vous serez, pour certains d'entre vous, C'est messieurs, qui, Clément? pardon. Ah, pardon. Vous serez en direct pour Team Sport. En tout cas, vous serez sur Paris-Roubaix depuis le Vélodrome On suivra ça Ou de depuis très les pavés. près. ou depuis les pavés aussi, Ouais. parce que les secteurs Ouais, ça pavés, sera plus le pavé, je pense. voilà. On Et suivra ça de près, en tout cas. et samedi aussi, moi je serai pour, je sais pas vous messieurs, mais moi je serai sur la course des femmes. La course des femmes. Samedi, Bah, exactement, c'est bien de l'évoquer. Et voilà, pour le cyclisme, la semaine suivante, on peut juste l'évoquer. Il y aura aussi la classique. Et là, Liège-Bastogne-Liège. il y aura Julien Alaphilippe qu'on espère voir briller sur Liège-Bastogne-Liège. La vieille dame. La vieille dame. Il ne l'a pas encore remporté, cette classique-là. On C'est espère le- que ça va lui sourire cette fois. Ouais, il y a de grandes chances. Il y a de Bah, grandes on chances. espère. Après, il y a eu du mal là hier. J'ai regardé, c'était la flèche Brabanson remportée par, je me rappelle plus de son nom, mais un jeune Bravo. américain de 19 ans. Donc Julien Philippe qui a un peu de mal. Moi j'aimerais bien qu'il s'impose, mais je pense que ça va être compliqué quand même. Hein. Il n'a pas été tassé à l'arrivée d'ailleurs, Julien Alaphilippe. Hier, il me semble qu'à l'arrivée, il y a eu. C'est pas Julien Philippe qui a été testé. C'est Evenpool. Ouais, c'est parce que la voiture, il y a la voiture de l'équipe. Ah oui, non, Alpha. ça c'est. Ah, Alpha. moi, je pensais que tu parlais de l'arrivée, mais Oh. effectivement, il est tombé à cause de Voilà, la voiture. c'est ça. Il est moins impérial que les autres saisons, là, la Philippe. J'ai l'impression, Il ouais. était tombé au Strade Bianchi et depuis, c'est un peu compliqué, Ouais. du coup. Ouais. Il est un peu en deçà de ses performances habituelles. Donc, Ouais. Bah, après, en général, c'est maintenant qu'il monte en puissance. En général, Ouais. c'est en ce moment. On verra bien. Écoutez, moi, j'aimerais bien qu'il gagne, mais ça va être compliqué. En tout cas, on en reparlera d'ici là. Donc, il y aura ce Paris-Roubaix. Regardez ces images. Vous allez reprendre plein la vue, messieurs, ce dimanche. Et on espère donc une victoire française quand même, en tant que Français. Voilà, messieurs, pour cette émission un petit peu spéciale, un peu particulière, dans un autre format.
Voilà, c'est bien d'innover, c'est un peu aussi le principe de Team Sport. Pour nous comme pour vous, ça vous apporte un peu plus de confort et voilà quoi. On C'était s'adapte, on fait avec ce qu'on a, mais on apprécie d'être là avec vous. C'est pas en direct et on espère que vous apprécierez. en tout cas voilà, Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Exactement. c'était la dernière L'algorithme est c'était la dernière aussi en présentiel, parce que maintenant c'est quoi la suite, on va essayer de mettre en place un peu le distanciel, au moins fin avril, début mai. Vous vous rendez compte, vous allez me manquer les gars. Voilà. Voilà, le gâté. Voilà. Le gâté. Incroyable. Non, mais non, mais je dis juste non, mais on va essayer donc de mettre en place donc cette formule hybride, cette formule en distanciel pour continuer des émissions sur un format un peu plus, on va dire chill, un peu plus tranquille, tout simplement. Voilà, on verra bien les semaines, on communiquera sur les réseaux sociaux de toute façon, et puis après on se retrouvera en studio en septembre, hein, tout simplement pour les émissions dites plus classiques. Et je ferai peut-être un nouveau studio, on ne sait pas encore. peut-être un nouveau studio, et je ferai le point sur le quiz aussi pour lorsqu'on se verra en Il n'y a pas besoin de faire de points, on sait que c'est moi. En fait, mais Victor, oui, devrait s'imposer, parce que même pour le Paris-Roubaix, le pronostic ne rapportera qu'un point. Donc C'est quand la fin du quiz? Et ben justement, ça sera à l'issue de ce sera ce point. Ce sera à l'issue de ce point. Normalement, c'est bon, je m'en rappelle. Normalement, Victor devrait s'imposer. Il y avait assez de points, il y avait plus d'un point d'écart, donc Victor gagnera. Bravo Victor. Voilà messieurs, voilà pour cette émission, cette vue depuis donc le Vélodrome de ce Paris-Roubaix, messieurs. Le mot de la fin peut-être. Prenez soin de vous. Bonnes vacances. C'est un plaisir. Et à la prochaine si vous voulez bien. Ciao ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout. Ciao.